Ça dépend pour qui. Hein. 2 contre 1, là. Voilà, le principal, c'est d'écouter la musique. Voilà. Et de regarder David et Nick, qui sont très, très, très jolis garçons. David Gilmour, guitariste de Pink Floyd, et Nick Mason, percussionniste. Avec Maxi, je répète, programmateur de cette émission, de Radio Libre A, avec Marc Garcia et François Lemaire, réalisateur, et comme invité pour l'instant, parce que d'autres invités vont arriver, Jean-Pierre Calfon, acteur mais aussi musicien, et Étienne Rodagil, qui est un artiste dans son genre, et qui a vécu la génération de, ou des, ou du Pink Floyd, avec passion, malgré ses cheveux gris aujourd'hui. Bah oui, c'est ce que je peux dire. On a entendu le mur tout à l'heure. J'ai fait le dernier pèlerinage de jeunesse pour voir le mur à Londres. Je l'ai fait exprès, tout seul, sans enfants. Généralement, je traîne les enfants avec moi. Là, je l'ai fait tout seul. J'ai été voir le mur à Londres. Et j'avais donc, quand j'ai vu cela, je rentrais dans ma 40e année. Alors, j'ai passé une très mauvaise soirée, je le dis devant eux. Et pas parce que je suis rentré, donc, je suis arrivé là, quand j'ai eu une place, bon, grâce à Steve, j'avais une place quand même, parce que c'était évidemment sold out, bourré, comme on dit, comme toujours. Bon, et j'avais une place, et je suis arrivé là, et donc, on peut parler un peu de pèlerinage, et effectivement, bon, je pense que par rapport à ce groupe, on peut un peu parler qu'ils ont de foi. Mais le public avait tous la quarantaine comme toi? Non, il y avait des jeunes, il y avait tout, mais moi, on est toujours seul dans sa propre histoire. Et bon, je suis arrivé là, j'ai vu les bannières noires déployées, les marteaux, les machins, et puis bon, et ça m'a fait en même temps très plaisir parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui continuait. Bon, dans l'histoire de la musique, il y avait un truc qui se passait. On est toujours seul dans sa propre histoire, disait Étienne Rodagil, et c'est un petit peu le thème, non seulement du double album The Wall, des concerts à propos de ce fameux mur, et du film qui va sortir d'Alan Parker. David Gilmour. Alors, le thème, le mur, la claustrophobie, le huis clos, l'introspection. Oui, c'est l'histoire d'un vie, de quelqu'un qui est né pendant la guerre et qui a tous ses problèmes. Ce ne sont pas mes problèmes, mais ils sont des problèmes de... C'est un peu autobiographique de Roger qui a écrit l'histoire. Il s'agit d'une star de rock'n'roll cloîtrée dans sa chambre d'hôtel du côté de Los Angeles. Et puis, bon, il a abusé de beaucoup de choses, de trop de spectacles, trop de groupies, peut-être trop de drogue, beaucoup d'hystérie. Et là, il y a une télévision, si j'ai bien compris, qui projette, comme la plupart des télévisions dans le monde, à des moments précis, des images atroces. Je le lis très bien. Oui. Et puis, j'adapte. Et puis, bon, il pense, il rêve, il médite. C'est un rêve, un cauchemar, une réflexion sur soi-même, sur sa vie. Oui, c'est ça. Il essaye de se protéger dans sa vie, créer ce mur autour de lui. Mais... Et pendant le concert, Étienne, puisque tu as vu ce concert, eh bien, il montait des briques sur scène, et à la fin du concert, on ne voyait plus le musicien. Voilà, oui, avec la double chose que je trouve très importante, c'est qu'il y avait un double groupe. C'est-à-dire qu'il y avait un petit groupe de baloches qui jouait, et on ne savait plus à un moment qui était le groupe. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose qui était très intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait une image du groupe, plus le groupe. Alors ça, on comprenait ce qu'on voulait, mais il y avait au moins cette notion-là, donc des gens qui essayent de se protéger. Et la notion de superstar, on sait bien ce qu'elle vaut, finalement pas grand-chose. Maxi, la musique. Oui, de The Wall. Tout à l'heure, je vous téléphone Dominique Blanc-Francard, qui était l'ingénieur du son de La Vallée lorsque vous avez réalisé ce disque pour la musique du film de Robert Schroeder à Hérouville, au château d'Hérouville. À l'époque, c'était chez Michel Magne. Et Dominique Blanc-Francard me disait qu'au début des années 70, il n'y avait pas assez de moyens techniques et électroniques pour vous, que vous étiez tellement en avance que les instruments ne suffisaient pas. Mais qu'aujourd'hui, avec ce disque, vous avez été au-delà des espérances. C'était parce que toutes les choses là-bas se cassaient tout le temps. C'est pas parce qu'on avait besoin de matériel qu'ils n'avaient pas. Mais je crois que vous aviez besoin de matériel pas encore inventé. L'électronique n'était pas encore au point suffisamment pour Pink Floyd. Et maintenant, alors, donc Pink Floyd, je suppose, n'a plus de problème, ni sur scène, ni en studio, surtout. Toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes, ouais. Mais c'est plus des problèmes techniques maintenant. Hein. Ah oui, bien sûr. Encore des problèmes techniques. Et pour enregistrer The Wall, qu'est-ce qu'il y a une anecdote particulière? Il y a eu un problème ou quelque chose pour un morceau? Non, tout s'est bien passé? Ah, c'était très très dur, très très long, mais non, c'était un travail où quand nous savions exactement ce qu'on voulait faire, mais c'était beaucoup de travail de faire. Combien de temps ça dure un enregistrement pour un album comme ça? Celui-là,
plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Ouais. Et plus de 6 mois, donc vous allez tous les jours en studio ou alors simplement tous les jours, hein? Pas presque tous les jours. Et comment ça se passe? Comment vous décidez d'enregistrer un album? Vous êtes tous les 4 là et vous savez exactement aujourd'hui vous allez enregistrer un morceau, 2 morceaux ou pas? Non, c'est tous les fois c'est différent. C'est suivant l'inspiration de chacun. Ou de quelqu'un. Bon, cette fois, c'était une idée de Roger qui est venu. Il dit, je veux faire ça. Et vous l'avez fait? C'était une bonne idée. Je vous rappelle que il faut nous écouter si vous êtes passionné de Pink Floyd, car nous allons... Si vous ouvrez votre micro, François, c'est très bien. Ah oui, moi, la technique. Ah bah oui. Je n'aurais jamais pu être musicien de Pink Floyd. Je disais que vous devez nous écouter si vous êtes passionné du Pink Floyd ou des Pink Floyd, car dans quelques minutes, nous allons vous poser une question. Et si vous réussissez à répondre à cette question pas trop difficile, vous aurez gagné des places pour aller voir The Wall à Cannes. Et bien entendu, Europe 1 paye le train, les frais d'hébergement, la nourriture et peut-être d'autres choses. Ce qui ferait plaisir à Marc Garcia, réalisateur, c'est qu'on écoute One of These Days. C'est ça? Ok. Maxi, quelques commentaires. Nous venons d'entendre. Oh, un commentaire, non, simplement. On s'était sur l'album Medal, hein, pour beaucoup de gens, c'était un album très très important à cause de un morceau très long sur toute une face qu'on écoute chez soi pour planer un peu tranquille. Et puis, Ce que je me permettais de dire, permettez-moi de te couper, c'est que véritablement, là, je tâche un peu dans la soupe. It's not very polite, non. Mais je pense, moi, personnellement, que la musique de Pink Floyd ne veut pas s'écouter à la radio. Vraiment fort. Non, il y a deux choses. Je tâche un peu dans la soupe. Il me semble qu'il faut être chez soi, à la limite complètement seul derrière un mur, avec des écouteurs dans la tête, tant pour nous. Et dans les radios, dans l'état que vous... Alors, il y a deux choses. Oui, il me semble que sur les albums de Pink Floyd, il y a toujours eu les morceaux très longs à s'écouter vraiment effectivement chez soi, tranquillement pour planer avec 2 bougies le soir. Et puis il y a les morceaux un petit peu courts de 2 ou 3 minutes. Notamment vers le 14 juillet, grâce au pétard. Si tu veux, sans les mêmes pétards. Et les petits morceaux courts, faciles, les tubes pour les radios. Par exemple, Have a Cigar, Money, tout ça. Je sais pas, David, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Et chacun y trouve son compte, mais il y a des morceaux fantastiques. Bon, sur cet album-là, il y en avait un, c'était Echoes, très long, qui donnerait rien si on le passait là, sur les grandes ondes de radio. Puis il y avait des petits morceaux vraiment sympas, celui qu'on a entendu. Il y avait un morceau extra aussi sur Saint-Tropez, là-dessus, sur cet album. Et puis le morceau avec le chien. Oui. Comment ça s'est passé, ça? Le chien qui chante ou qui... C'était par hasard. J'avais un chien qui chantait. C'est tout. Ah bon. Il est parfait. Quand il y a des bébés qui pleurent, c'est par hasard, ça vous dit? Oui. Tous. Alors, l'occasion pour vous peut-être de gagner l'un des 4 voyages à Cannes que nous vous offrons pour aller voir le film de Pink Floyd. Vous y serez, David, à Cannes? Ah, j'espère, oui. Oui. Si quelqu'un va me payer le 4 ticket. voyages. On me divise par 2. Avec 8 places. 2 personnes à chaque fois, et 4 voyages. Alors peut-être l'occasion de voir David et Nick aussi, qui sait. Alors écoutez bien la question. Citez un maximum de musique de film faite par Pink Floyd. Je répète, citez un maximum de musique de film faite par Pink Floyd. Mais si vous avez bien écouté l'émission, nous avons déjà cité quelques-uns des titres de... Mais on n'est pas, que tout le monde connaît par cœur. on n'est pas obligé de citer l'intégralité. Non, un maximum. Le plus La possible. filmographie, je veux dire, c'est celui qui en trouvera le plus qui aura gagné. Alors vous nous appelez sur le 250 90 20 de Rechef. Radio Libre Europe 1. Encore un extrait de l'album The Wall, hein, des extraits du double album. On retrouve cette musique dans le film, David? Ah oui. Toute la musique? Presque. Toute la musique, c'est dans le film, oui. Bon, ce qu'il y avait d'un peu magique dans cet album, comme dans beaucoup d'albums de Pink Floyd, c'est que il y avait à la fois les mélodies, les instruments, et puis des bruits qui arrivent comme ça, un hélicoptère, un enfant. On essaie de raconter une histoire avec l'album. Même on a fait sur scène la même histoire, et maintenant le film, encore la même histoire, mais c'est raconté dans une manière complètement différente. Mais donc, Pas comme sur scène. Oui, non, Mais c'est pas, je comprends pas du tout la même chose. et donc s'il n'y a pas toute la musique du disque, est-ce qu'il y a d'autres morceaux qu'on ne connaît pas encore dans le film? Il y a un ou deux. Oui, un truc nouveau. Et il y aura donc il y a donc un album supplémentaire du film. C'est pas bête, je crois. Une chose plus un titre. Oui, c'est ça. Facile, hein. Alors déjà gagné Alors 2 là, places on est pour aller voir votre film à Cannes, oui, parce qu'on pensait que la question était difficile.
Mais il y a cependant un auditeur qui s'appelle Christophe Laganne et qui habite à Gennevilliers, qui a téléphoné pour donner les titres des 5 films. Il donnait tous les titres. 6 films, même. Parce que le dernier, The Wall, bon, on en parle, mais on doit le comprendre dans la question quand même. Bon, alors Christophe Laganne, 32 rue des Azalées à Gennevilliers, bravo. Vous pourrez partir avec un ami, avec un parent, ou avec une amie, ou avec qui vous voudrez. Vous avez gagné 2 places, alors vous allez prendre contact avec nous. Vous avez gagné 2 places, train ou avion, je ne sais pas d'ailleurs. Et puis, une place pour aller voir The Wall à Cannes. Félicitations, parce que c'était difficile. Bon, alors dans la conversation, tout à l'heure, on avait parlé de la vallée, en accueillant Jean-Pierre Calpon. On avait parlé de... Il y a encore 3 possibilités de voyage à gagner au cours de l'émission. Oui, bien sûr. On a parlé de Mort, Beaujean Barbet-Chaudet, qui vient d'arriver, c'est le metteur en scène. Zabriskie Point. Oui, il y avait de la musique de Pink Floyd dans Zabriskie Point. Et toi D'Antonioni. Finalement. D'Antonioni. Et c'était pas ce qu'il y avait de plus mauvais. Non, pas vraiment. Pink Floyd à Pompéi. Un film qui marche bien, qui tourne toujours en France. Toujours. Il est pratiquement toujours à Paris dans une plage. Hein. C'est un très très beau film. Il était l'année dernière au Festival du film musical au Rex et ça a eu un très grand succès. Et puis un film que je ne connaissais pas du tout, c'est Tonight, ce soir, Let's All Make Love in London, ce soir, faisons tous l'amour à Londres. De quoi s'agit-il? Mais comment cet auditeur a pu le trouver d'ailleurs? Je l'ai jamais vu. C'était avant que moi j'étais dans l'orchestre. C'était fait en 67, je sais pas. Demandez à Nick. Non. Do you know the music? No. Vous ne connaissez pas la musique? I can't remember. It was just Interstellar Overdrive, wasn't it? Wasn't it a live version of Interstellar Overdrive? No, that was San Francisco. Was it? I did that. It was that Stern thing. Vous avez touché des droits quand même, non? No, it was someone else. We'll see again. Bon, c'est un film comique, un film X, film érotique, vous savez pas. Il n'existe pas de disque. Et notre cet auditeur est d'autant plus fort. Hein. Bravo. Barbet-Chaudet, oui, ravi de te revoir. Oui. D'ailleurs, ce soir, ce sont des grandes retrouvailles pour certains d'entre nous. Oui. Barbet-Chaudet, Mort, un film qui a marqué son époque. Tu pourrais peut-être rappeler de quoi il s'agissait. Et moi, je me suis permis de dire en début d'émission que, eh bien, que Mort a lancé en France, sinon en Europe, bien qu'ils étaient quand même pas mal connus en Angleterre, puisque c'était la musique progressive qui arrivait, mais ça a fait exploser quand même Pink Floyd. Je dis ça au téléphone, je me dis non, ils auraient été connus sans moi. Oui, Donc, la question, c'est peut-être que mon film n'aurait pas eu autant de succès s'il n'y avait pas eu la musique de Pink Floyd dessus. Je veux dire, t'as un peu traversé. Oui, Mort, alors raconte. Ils ne connaissent pas. Mort, c'était à Ibiza, déjà tout un programme. En 68, un autre programme. Oui, oui. Alors les gens, Story of Sex and Drugs, you know. voilà, les gens ont voulu voir un témoignage sur l'époque. C'en était peut-être un. Pour moi, c'était une histoire d'amour et de destruction dans laquelle la drogue jouait un rôle important. Mais ça n'était pas le porte-étendard d'une époque comme on a voulu le faire. Pour moi, c'était quelque chose qui était plus proche du romantisme allemand ou de l'Ange bleu de Sternberg que de l'époque. D'ailleurs, en Amérique, il a beaucoup moins bien marché qu'en France parce que le dialogue anglais n'était pas du tout celui que parlaient les jeunes à cette époque-là. C'était un dialogue classique, normal, il n'y avait pas d'argot hippie, si vous voulez, dans le dialogue. Qui est devenu Mimsy Farmer? Elle a épousé un scénariste en Italie, elle a eu un enfant de ce scénariste et je ne sais pas, elle a fait plusieurs films en Italie et quelques-uns en France, mais je l'ai revu une fois, je me rappelle, il y a quelques années. Cette petite bonne femme blonde qui se détruisait dans ton film a bien marqué quand même son époque. On voit tout ce visage avec une certaine émotion. Moi, je vais garder des photos du film où avec une seringue, elle se pique sous la langue et c'est vraiment le reflet d'une époque qui n'était pas si belle que ça, bien que maintenant on soit content d'en parler avec plaisir entre nous. Pour moi, c'était l'idée de créer une nouvelle vamp complètement innocente et sans tous les froufrous qui entouraient d'habitude les vamps. Une vamp anti-flirt. Je t'avais rencontré juste avant la réalisation finale du film, disons avant le mixage, avant le montage, et tu m'avais expliqué que tu n'aimais pas en général la musique dans les films, que ça t'énervait, et que les mauvaises scènes dans les films moyens étaient toujours sublimées par de la musique qui rehaussait l'action, qui n'était pas toujours bien écrite ou bien jouée dans les films français. Ton idée à toi, et ça s'est beaucoup fait depuis, c'était que la musique
et notamment forcément, et que la musique du Pink Floyd sorte, bon, soit d'un pick-up, ça s'appelle encore comme ça, soit d'une radio. Oui, oui, j'avais même été très loin en faisant un certain moment dramatique, la musique s'arrêtait et j'avais fait un gros plan sur la mini-cassette d'où sortait la musique en montrant que la mini-cassette s'arrêtait. C'était un petit peu excessif, mais enfin c'était pour bien montrer que c'était pas une musique qui venait des cieux, mais que c'était une musique que les gens du film écoutaient. Pink Floyd, la musique du Pink Floyd, le ciel bleu d'Ibiza, les yeux bleus de Mimsy Farmer, la nature, la communion avec la nature. Tout ça, ça collait bien. Nous allons retrouver Radio Libre Pink Floyd, la musique de mort, dans quelques instants. Voilà, un autre extrait donc de la musique de film mort. Comment vous écrivez la musique pour un film? Vous regardez les images et vous jouez en même temps ou c'est plus compliqué que ça? David Gilmour. C'est pas très compliqué. En ce cas-là, nous étions dans un studio à Londres. On essayait d'écrire une chanson entre nous, la musique, et puis moi et Nick et Rick faisaient l'enregistrement, on a commencé, et Roger est allé dans une autre chambre pour écrire les paroles, et puis après on met les paroles qui est écrites en même temps. C'est un peu comme une usine. Oh, quelle déception! L'énergie est allée aussi. On a fait tout ça en 8 jours, je crois. C'était absolument extraordinaire. Norbert Roder, le metteur en scène. C'était très très intense comme travail. D'ailleurs, je me souviens, les gens du studio connaissaient pas encore bien les Pink Floyd. Ils disaient qu'est-ce que c'est que ce groupe, on n'a jamais vu les gens travailler comme ça, c'est absolument invraisemblable. Les images étaient déjà faites. Oui, il y avait les images, on se les projetait pour vérifier, mais en fait, on avait parlé de l'atmosphère de chaque scène avant et les images c'était juste pour vérifier. Et ça a fait 8 jours pour l'écrire, l'enregistrer, répéter tous. Et Barbet a accepté tout ce qu'on lui a fait, il a jamais dit non. Voilà. Alors j'étais plus que ravi. Toi, tu connaissais le Pink Floyd parce que tu aimais la musique. Oui. Tu n'as pas pensé à réaliser ce film parce que tu voulais y mettre le Pink Floyd. Non, je dois dire que non. J'ai tout simplement à la recherche de ce qui se faisait de mieux dans la musique à ce moment-là. De plus planant, comme on disait. Voilà, qui convenait le mieux au film, qui pouvait le plus donner cette idée de paradis. Voilà. Radio Libre à Pink Floyd dans un tout petit instant. Voilà, Have a Cigar, c'était sur l'album Wish You Were Here, c'est ça? C'est ça. Et il y avait surtout un autre morceau formidable avec la guitare, hein. C'était un assez long morceau avant, qui ouvre l'album, comment il s'appelle? Ah oui, je me rappelle plus. On n'est pas la tête du concours. Non. Étienne Rodaville qui fume le cigare. Ouais. Non, je voulais dire simplement sur ce morceau que quand on a entendu ce morceau de nous, pour nous c'était une vision complète et instantanée de ce qu'était ce métier. Je ne parle pas du public qui allait écouter, qui allait découvrir le morceau, mais cette notion d'un homme sûr de ses fonctions qui dit « prenez donc un cigare », mais au fait, les gars, parmi vous, lequel d'entre vous est Pink? Bon, je parle en dehors de la musique. Ça vraiment est arrivé. Hein. Nous avons rencontré des gens qui travaillaient avec les compagnies de Disney dans les jours. Il y a longtemps, qui ont pensé que c'était le nom de quelqu'un. Ils ont demandé Lequel d'entre vous est Pink? Bon, et dans la chanson aussi, bon, travailler, nous on travaillera de cette notion, bon, vous faites la musique, nous on va faire le commerce, et tout ira bien, prenez donc un petit gars. Alors, second voyage à Cannes, si vous répondez bien à la question, nous vous demandons les dates de fondation de Pink Floyd. Alors, pour ces dates de fondation, François, il y a en fait besoin de 3 dates. Oui, parce que pour un groupe, c'est jamais très clair. Disons qu'il y a la date de rencontre, approximativement, la date du first gig, du premier concert. Et la date du premier disque. Alors, c'est facile, c'est à vous chercher le premier disque, mais vous pouvez monter en arrière. Alors, vous nous donnez donc 3 dates sur le 256 90 20. Viviane Blassel, François Jouffa, Radio Libra. Au Pink Floyd. Et avec nous ce soir 2 musiciens prestigieux, 2 musiciens du groupe Pink Floyd, Nick Mason, le batteur. Hello, good night. Bonsoir. Il laisse parler surtout David Gilmour, parce que le guitariste lui parle tellement bien français que Nick est un peu en retrait. Bonsoir. Good evening. Très bronzé, très beau garçon, il vient d'entrer de l'oreille. Moi, je l'ai vu à l'antenne. Étienne Rodaville,
Milliardaire. Parolier, auteur, milliardaire aussi. Even more beautiful. Even more beautiful, yeah. No one, no. Jean-Pierre Calfon. Milliardaire. Rebonsoir. Ouais, plus que ça, ouais. Plus proche du micro. Maxis. Bonsoir. Programmateur. François Lemay, Marc Garcia, réalisateur. Et Barbet Schroeder, réalisateur de Mort et de la Vallée, dont nous allons parler, de films qui ont beaucoup compté pour une certaine génération et beaucoup compté aussi parce qu'il y avait, en plus du talent de Barbet Schroeder, l'hôtel, la bourse, si tu l'oses dire. Et puis, vous allez donc avoir ce film. Et on le propose à peu près tous les quarts d'heure, des questions qui me semblent moins compliquées, mais alors vous répondez d'une façon tout de suite. Hein, et puis, vous êtes plusieurs à répondre. Évidemment, c'est le premier qui a appelé, qui a gagné. La deuxième question, Viviane, c'était les dates de formation ou de fondation du groupe. Il en fallait 3, car les groupes, ça ne se trompe pas comme ça du jour au lendemain. Alors, a répondu bien Michel Honoré, 40 rue Masséna, habitant Villeneuve. Je vais demander à Antoine d'écrire en lettres capitales. Villeneuve-d'Ac, je crois. DAC, c'est 57 670, et ce sera reconnu, bravo. Tout à l'heure, je demandais au Pink Floyd pour confirmer nos dates, si on ne s'était pas trompé nous. La date de rencontre, c'est 65, je crois. Et vous savez pas quel mois? Parce que lui, il le sait. Il dit automne. S'il le dit, c'est... Ah, quand il y a des pannes, hein. Ouais, Il y a dans Rock'n'Folk une rubrique comme ça. On pose des questions tellement précises qu'il faut des réponses précises. Premier grand concert. 66. Quel mois, Nick? Oh, aucune idée. Octobre. Lui, il dit 14 octobre. Hein, ce que vérifié. Mais enfin, il s'est pas trompé sur les Il dates. fait beaucoup. Et la sortie du premier disque, Alors, 67. 11 avril. Non, non, Dis non, donc. non. Non. Je ne suis pas vrai. Il a- Peut-être en France, je sais pas. Ah oui, oui. Nous sommes en France. Hein. C'était en février, en Angleterre. Non, bah, il y a le décalage. Il est temps adapté. Papa, il suffisait de dire 75, 66, 67. Bravo, Michel. La Vallée, nous y venons. Dans la vallée, David Freeford, tu disais tout à l'heure que The Wall, la première idée de The Wall, elle était peut-être venue de cette chanson. Peut-être, oui, c'est assez... il y a un peu l'histoire de la vie de Roger dans cette chanson-là. Ça parle de la mort de son père. Et c'est de ça que les idées de The Wall viennent, je crois. Nous reviendrons sur The Wall, mais nous reviendrons surtout sur La Vallée avec l'un de ses interprètes qui est là, Jean-Pierre. Et nous reviendrons également, Jean-Pierre Calfon, bien sûr, nous reviendrons également avec Bulogier, qui est à Lyon, mais qui est ici grâce par bande magnétique interposée. Et surtout avec le metteur en scène, Barbet Schroeder, Europe 1, Radio Libre Pink Floyd. Jean-Pierre Calfon, des souvenirs importants pour vous, ce film, La Vallée, de Barbet. Ah ouais, un super voyage, super. 3 mois dans des tribus, et des ouragans, des feux partout, ça brûlait, les tentes brûlaient, l'équipement brûlait, il y avait des ravailles, des cyclones, du vent, je veux dire, oui, très beau. Et puis alors des accès avec le décalage d'horaire, pardon, excusez-moi. Voilà. En fait, Barbet Schroeder, vous êtes partis comme des routards, mais avec du matériel quand même, mais un peu à l'aventure, en Nouvelle-Guinée, chez les Papous, ce sont les Papous? C'est ça, oui. Bien, on était très peu nombreux. Il faut bien dire que il y avait 6 acteurs et l'équipe au complet faisait 13 personnes. Mais pas n'importe qui dans l'équipe. Nestor Alman-Rose, qui depuis, l'homme de l'image, qui depuis a eu un Oscar. Oui, à Hollywood. oui, bien sûr. Et j'étais très content Il faut vous remettre, mon vieux. d'avoir Barman Martini. Calfon pour jouer le rôle de cet homme qui conduisait Bon, je pense que Barbette était formé, alors on va prendre le relais. à la recherche d'une vallée qui se trouvait dans une tache blanche. En tout cas, pour les conduire nulle part, ça c'est super. Oui, en fait, ce qui était très agréable dans ce film, c'est que c'était une sorte de quête du Graal pour un verre d'eau. Hein. Water, parce qu'on parle des Floyd, il y a Water. Quête de certaine absolue, on ne savait pas très bien où ils allaient, et finalement c'était la recherche d'eux-mêmes, sinon de la mort, du moins de leur intérieur. On en revient d'ailleurs au mur, là, c'est curieux. Hein. Hein, comme disait tout à l'heure Rod Agile, c'est très sartrien tout ça. Oui, laissez les autres l'enfer. Hein, monsieur. Et vous étiez dans une sorte d'enfer vert, hein, Jean-Pierre Calfon. Je peux pas dire que c'était l'enfer, non, c'était quand même avec les oiseaux de paradis autour, La jungle, quand même. avec des plumes, fait comme les feux des bergères aussi. Et puis la rencontre avec des indigènes.
Oui, ça c'était évidemment la grande expérience. Parce que il y avait vraiment une espèce de gentillesse énorme et de curiosité. C'était vraiment des gens qui avaient vu des hommes blancs seulement depuis 20 ans, et de loin, des flics ou des missionnaires, des femmes blanches jamais à portée de main. Et alors on a enregistré sur le film ces premiers contacts, ils sont tout à fait bouleversants. Il y a une fête dans le film, une fête rituelle, faisant appel à des traditions plus que primitives, où les comédiens s'insèrent dans la fête, les papous sont nus, couverts de boue, les comédiens aussi. Jean-Pierre en tête. Oui. Je sais pas si c'est en tête ou en bête, mais en tous les cas, il m'avait complètement peint comme, oui, il m'avait habillé, maquillé, mis le corps avec les huiles comme eux, oui, j'étais rigolo, quoi. Oui. Mais c'est une idée qui me serait jamais venue si elle n'avait pas été proposée par les tribus eux-mêmes. C'était une idée à eux. Et donc, évidemment, je l'ai accueilli avec joie. C'est un film difficilement classable, hein, un film d'aventure, film ethnologique, hein, oui, film de voyage, film onirique. Et ésotérique aussi. Oui, enfin. Et ça a moins bien marché que Mort, quand même. Oui, parce que c'était pas un film dramatique, c'était un film de contemplation. Alors, évidemment, le spectateur est moins pris, ça demande une attitude contemplative de sa part, c'est plus difficile. Pour en revenir à la musique des Pink Floyd, sur ce film, alors bon, après le succès de Mort, un succès international, et puis l'amitié que vous liez aux Pink Floyd, vous avez dit, mon prochain film, La Vallée, ça sera avec Pink Floyd. Oui, parce que c'était encore des gens qui pouvaient écouter de la musique des Pink Floyd. Et donc, je leur ai demandé, comme pour Mort d'ailleurs, en fait, de faire un 33 tours avec certains morceaux qui étaient imposés, certains morceaux qu'il fallait qu'ils soient dans une certaine mood, mais ils ont fait leur disque, et moi, de leur disque, j'ai pris ce qui convenait pour le film. Il y a des très beaux mélanges de musique planante, de nuages qui sont très beaux dans ces pays-là. Et à ce niveau-là, le mélange musique et image est une réussite. Hein. C'est ce qu'on appellerait maintenant de l'art vidéo, pratiquement. Oui, c'est d'ailleurs la première fois que j'ai employé une musique comme musique de film, en particulier pour le début et le générique, et pour les dernières séquences. Jean-Pierre Calfon, vous êtes comédien, vous êtes aussi musicien, vous avez participé à de nombreux groupes. Je me souviens de Crouy Marteau en 1968 avec Clémentine. En tant que musicien, vous pouvez nous parler de Pink Floyd en tant que musicien? Pas vraiment, non. C'est l'idéal à la radio qu'elle prend. Oui, il y a des choses que j'aime beaucoup, mais c'est pas mon speed, c'est tout. Ce n'est plus? Je n'ai pas, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été? Non. Donc la musique de la vallée dans laquelle tu joues, j'aime bien le morceau obscur de Mike Lou, c'est pas parce que c'est pas mon speed que j'aime pas, je veux dire. Hein, voilà, je veux dire, mais comme il joue de la guitare, j'adore, je veux dire, mais il n'y a jamais un tempo speed pour moi assez qui m'éclate comme je veux, mais quand j'écoute, si jamais je suis dans un moment comme ça et que je le prends, j'adore aussi, je veux dire, mais parce que j'aime beaucoup de sortes de musique, mais c'est pas mon truc, voilà, basta, quoi, Bastia così, comme disait mon copain Napoléon. Jean-Pierre Calfon était accompagné dans ce film par la ravissante Bulogier. Bulogier, avec qui tu étais hier à Lyon, car elle joue au TNP à Lyon. Oui. Une pièce très difficile de plus de 4 heures d'un auteur allemand. Bulogier qui est interviewé sur Pink Floyd et sur La Vallée en particulier par Pierre Chevassier. Très beau mélange entre les bruits tropicaux, d'oiseaux et de forêts vierges, les bruits des langages papous eux-mêmes et leurs espèces de chants, et de la musique de Pink Floyd, comme c'est un film qui est assez contemplatif sur la nature aussi, sur les nuages, parce que là-bas, les nuages comptent beaucoup, c'est un pays tropical. Donc, c'est un très beau mariage de sons. Les Pink Floyd, la dernière fois que je les ai vus, c'était à Los Angeles, il y a 2 ans. J'ai vu leur magnifique spectacle qui s'appelait The Wall. Je dois dire que c'est peut-être le spectacle qui m'a le plus profondément bouleversé. C'était énorme, gigantesque, magnifique, intelligent, enfin avec des moyens, une musique, ce qu'il disait aussi était très fort. J'ai 30 000 personnes, ou je sais pas, avec un stade à Los Angeles, fermé, avec
petits avions qui nous passaient au-dessus de la tête. Bon, c'était magnifique. J'espère qu'ils pourraient le montrer en France parce que moi j'ai beaucoup regretté. Et une troisième possibilité d'aller le voir à Cannes, David. Oui. D'aller voir The Wall à Cannes pour 2 autres auditeurs d'Europe 1. Enfin, un auditeur qui aura la possibilité d'emmener qui le veut. Il lui suffira de répondre à la question suivante. Citez 2 films d'Alan Parker, le réalisateur de The Wall. Je répète. Citez 2 films d'Alan Parker, le réalisateur de The Wall. En dehors de The Wall. En dehors de The Wall. Vous disiez les Et il faut pas dire. Mais... Non, parce que je sais jamais. Non. On peut juste dire que ce sont des pays dans lesquels la musique est très très importante. Alors, vous surtout nous 2 appelez des 3 films auxquels je pense. D'autres Alors- aussi, moi j'aime oui, Jean-Pierre Maraudeur. Alors le téléphone, 256 90 20. Et après les publicités, nous entendrons François. Oui, un inédit, pas vraiment inédit, puisque nous le tirons de la magnétothèque d'Europe 1, donc à l'époque nous l'avions passé, mais disons que nous avons ici des trésors en ce qui concerne tous les musicoramas depuis une vingtaine d'années. Ce sera un inédit tiré du concert de 1970, janvier, je crois, au Théâtre des Champs-Élysées. Radio Libre Europe 1 à Pink Floyd est déjà répondu, déjà bien Ah oui, mais là, répondu. je ne félicite pas, là. De nombreux appels, François mais personne n'a trouvé les 3 films les plus importants d'Alan Parker. Ben, on leur en demandait 2. Oui, mais toutes les réponses donnaient les 2 mêmes films. Les peu de contradiction à ce point. Alors, c'est Joseph Rosenblum qui a appelé le premier et qui a donné le nom des 2 films que nous demandions. Joseph Rosenblum habite à Paris, dans le 11e. Il a donc donné ces 2 titres. Il s'agit de Fame et de Midnight Express. Alors 2 films fabuleux. Fame, je suis pas très très bon à la télévision, la série tirée de Fame, mais c'est un film complètement extraordinaire. Midnight Express, un film non moins extraordinaire. Tu parlais de la musique de Jean-Pierre Maraudeur, oui, il a écrit un thème qui colle parfaitement avec le film. Fame, un film musical extraordinaire. Mais il y a un autre film que Barbet Schroeder aime bien. Ben oui, mais ils ont oublié Bugsy Malone. Quand même, Film de gangster. Là, ils n'ont pas oublié comme dans les 2 titres. Hein. Faut pas non plus. il aurait pu en donner 3. Faut pas non plus les assassiner. Alors, Joseph Rosenblum, vous irez à Cannes voir le dernier film de Pink Floyd. Avec Bravo Cannes. à vous. Avec qui vous voulez. Tout sera payé. Messieurs, écoutez bien. Que faisiez-vous, Étienne Rodagil, le 23 janvier 1970 ? Étiez-vous au Théâtre des Champs-Élysées pour écouter Pink Floyd ? Malheureusement pas. Non. Non, mais j'ai écouté la radio. On repart. Maxime ? Eh ben non, moi non plus, j'avais pas pu avoir de place. Mais par contre, on avait la chance, en écoutant Europe, d'entendre la retransmission du concert. Et Marc Garcia, qui n'était pas encore en Europe, m'a dit « J'ai fait du stop, j'ai traversé la France pour venir voir le concert en Théâtre des Champs-Élysées. » C'est quand même étonnant de savoir et d'apprendre tant d'années plus tard que les Pink Floyd jouaient au Théâtre des Champs-Élysées parce qu'il y a très peu de place. Maintenant, il faut des ça stades. très hein. bien. Oui, mais ça correspondait bien à ce que c'était à l'époque. C'était précieux, il servait en scène. Et tout. Exactement, il y avait presque une notion de musique, disons, sans grossièreté plastique. Viviane ? Moi, je n'avais pas encore bien regardé David Gilmour et je n'ai pas été Barbet ? allé à le concert à l'époque. Ah oui, ben moi, bien sûr. Ah, tu étais là. Ben oui, Bon. parce que t'es au moment de mort. Moi, je revenais des Indes avec Sylvie, ma femme, et j'avais encore des colliers, j'étais dans un drôle d'état. Un inédit. Faut quand même expliquer ce que c'est. Hein. Le titre, David vient de nous le dire, parce que personne ne le connaissait ici, c'était marqué sur aucune boîte, The Mass Gadgets of Oxyminis. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, et lui-même se souvient plus très bien qui était Oxyminis. Mais bon, alors c'était quelque chose de complètement inventé, c'était la journée d'un homme avec le lever, le petit déjeuner, Oui, le c'était travail. un truc qui s'appelait l'homme d'abord, et puis la deuxième partie c'était la journée. Par la journée, Le voyage. Le voyage, oui, c'est ça. Et je ne me rappelle plus très peu de ça, parce qu'il y avait des morceaux qui étaient dans des autres disques. Oui, puis des improvisations. Des trucs, Mais comment se fait-il que vous ne l'ayez jamais sorti sur 10 ? Ça n'a jamais été enregistré en dehors d'Europe 1 ? Non, parce que quelques morceaux importants dedans étaient déjà sur des autres disques. Alors, Oui, mais il y avait quand même... on ne pouvait pas le Il y a faire. quand même quelque chose d'étonnant. Il fallait quand même vraiment cette époque pour supporter. D'ailleurs, on l'écoutait sur bande tout à l'heure, au moins pendant 12 minutes. Quelqu'un sur scène qui ne bougeait pas, qui écoutait la radio. Il y avait une sorte de discours, monologue complètement étonnant. Je m'adresse là à Nick Mason, le batteur. Vous vous rappelez avoir tapé, enfoncé des clous sur scène avec un marteau ? Cool. Oh, I'm sorry. You remember beating around with hammers on the stage.
Back in the good old days. Yes. Ils sont devenus très british, ces jeunes gens. 23 janvier 1970, au Théâtre des Champs-Élysées, Pink Floyd, Annie Lady. C'est une fille, ça. Bah, et tu m'as demandé avant pourquoi on n'a jamais laissé ça sur disque. Écoute, c'est fabuleux. Moi, s'il n'y avait pas des contingences publicitaires, j'écouterais ça pendant des heures. Je disais que je revenais de l'Inde, mais c'est très asiatique. Là, il y a des gongs, il y a des clochettes. Et vous pouvez écouter chez vous, papa, Oui. sans problème. C'est bien, non? Oui, moi, je trouve ça formidable. Nick, le batteur, regrette cette époque où il clouait des planches sur scène. lui. What did we do? We built a table. Yes, we built a table and had tea on it. Oui, vous aviez bâti une table et vous aviez pris le thé, c'était très britannique. Et sur scène, une fois que la table... And we had a radio. And we turned the radio on and left it on. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est impossible à réécouter maintenant. Sur un disque, ça fait une phase de 33 tours. Vraiment, c'est pas supportable. We'd find RTL or something good. Je ne traduirai pas. Il disait qu'RTL, c'était pas mal. C'était pas mal à l'époque non plus. Hein. Il y avait le président Roscoe. David, vous ne possédez pas cette tape, cet enregistrement? Quoi? Vous ne possédez pas cet enregistrement? You don't have? Non, j'ai jamais écouté ça. Non? You want? Ouais. Je veux bien. Le producteur derrière, comment s'appelle-t-il? Steve O. Oui, bien sûr, c'est un grand monsieur. Bah, il rage, il est pas content du tout. Non, il est mécontent. Il n'a pas vécu cette période, lui. Non, il essaie d'amener une fille. Là. Ah bon? Europe 1, Radio Libre, Pink Floyd, droit de réponse. Oui, c'était pas au Palais des Sports, c'était dans un endroit sportif à Saint-Ouen. Palais des Sports de Saint-Ouen, j'ai dit Palais des Sports de Paris. Ah voilà, c'est ça. Je me rappelle avoir franchi toutes les barrières, mu par une espèce de force incroyable qui a... aucun flic m'a arrêté. J'ai sauté toutes les barrières. Et après, il fallait redescendre des marches, des gradins, une salle épouvantable. Quand on entrait dans cette salle, même si elle était vide, sans public et sans musiciens, on entendait un match de ping-pong. Maxi, le choix suivant. Alors on était tous en train de discuter, nous les autres vieux babacool, quel était le morceau dans la fin des années 60-70 qui représentait le mieux le planant Pink Floyd. Que nous on a vécu, Ouais, parce oui. que je sais pas ce que les Anglais ont vécu ou ce que d'autres ont vécu. À Paris, en France, on est Pour nous, on est tombé d'accord sur cette de contrôle. The Art of the Sun. Voilà, donc là, c'est un monument pour nous en France, Nitoy, un des grands morceaux sur un très bon album. Mais alors Pink Floyd maintenant, le groupe existe encore, rassure-nous David. Oui, je pense. Oui, Je crois que oui. Alors il y aura bientôt un nouvel album. Nous avons pas fait des... non, on n'a rien fait. Et en concert Même on travaille sur le film jusqu'à maintenant, mais nous n'avons pas discuté ce que nous faisons prochainement. Et il y a espoir de... On verra si il y avait des rumeurs de dissolution. Maintenant, je sais pas, mais tu sais, chaque musicien de Pink Floyd pratiquement a fait son album solo. Hein. David, tu as fait le tien, Nick O'Ty, Richard Wright. On va écouter d'ailleurs des morceaux de On va David en et écouter de tout à Nick, l'heure. qui d'ailleurs ne prêtent pas du tout attention à la conversation, qui jouent avec un petit jeu électronique manuel avec le fils de Rodagil. Non, donc quand t'es musicien d'un groupe pour leur album, on se dit, est-ce que le groupe existe encore, tout ça. En plus, Pink Floyd sur scène, à Paris, en France, il y a combien de temps qu'on n'a pas vu? Il y a très longtemps, hein. C'était 74, 77. Il n'y avait malheureusement pas d'endroit assez grand pour faire de wall en France. Il n'y a eu que quelques endroits au monde qui pouvaient. Non, c'est pas assez grand, mais ça doit être certain shape. Une certaine forme. Oui. Ah oui. Et puis aussi qualité de salle. Moi, il faut bien le dire, hein, on enfonce un clou, là, comme pour le concert de 1970. Mais il n'y a que des mauvaises salles en France pour rock'n'roll. Hein. C'est même un scandale d'organiser des concerts, comme on le fait actuellement, dans des salles où on ne voit rien, où on n'entend rien, où les gens sont bousculés. Vous savez, partout dans le monde, il n'y a pas des trucs fabriqués. fait pour la musique. C'est scandaleux d'aller payer 75 francs pour écouter Pink Floyd avec vos merveilleuses compositions dans un truc comme un Palais des Sports, enfin. C'est qu'est-ce qu'on fait partout dans le monde, c'est le même en Amérique, mais les palais de sport en Amérique sont un peu mieux, mais... Le théâtre des Champs-Élysées, ça c'était bien. Ça c'était bien. Ça ne rapporte pas assez parce qu'il n'y a pas assez de spectateurs. François, c'est le nom qui saute de la salle de concert. J'aime pas prendre des coups, moi. Non, Eric, mais il a un peu raison de l'évoquer, parce que c'est vrai que la musique est un peu sous-estimée en France, c'est vrai. Monsieur Lang, vous entendez
À Londres, Earl's Court. C'est pas un joli bâtiment. Non, c'est vrai. C'est très joli. Mais pas un bon son, mais on peut travailler avec le son d'un bâtiment, mais il peut préparer beaucoup. On ne saura jamais si on entendra mieux les Rolling Stones au Parc des Princes qu'à Wembley. Parce qu'à Wembley, c'est autorisé, au Parc des Princes, c'est interdit. Ça a été interdit? Ben, il n'y a pas l'autorisation, quoi. Au dernier moment, il n'y a pas eu d'autorisation? Non, ça y est, c'est naze. Vous n'écoutez pas assez François, Étienne? Mais je l'avoue. Bien, alors dernier jeu et dernière proposition de place pour aller à Cannes. Le dernier, Marc, ou l'avant-dernier? Non, c'est le dernier, Ah bon? s'il vous plaît. Alors, voici la question. Un disque de Pink Floyd n'a jamais quitté les charts américains depuis sa sortie et détient le record absolu de durée dans ces charts. Oui, mais lequel? Vous appelez sur le 256 90 20. Maxi. Étienne. Non, mettez d'abord. Non, enfin bon, on parlait hors antenne des albums solo et je disais que c'était important que les albums solo étaient quelque chose qui apportait une connaissance extérieure et que je trouvais ça important. C'est bien l'album de Nick, l'album de David Gilmour. Gilmour ici présent. Donc je trouvais que c'était quelque chose qui était enrichissant et que bon, c'est comme ça, c'était un propos hors antenne, mais que je trouve ça important, très important parce que c'est une sensibilité qui peut-être montre le bout de l'oreille. David, about your album. Hein. Oui. D'accord. Je comprends pas exactement. Non, moi non plus. Si, je comprends très bien. Est-ce que tu étais plus à l'aise en enregistrant cet album qu'un album de Pink Floyd ou pas? Ou c'était simplement une aventure en passant? C'était pas une aventure en passant, c'était une aventure pour moi, bien sûr. J'ai voulu le faire pour longtemps et puis j'ai trouvé le moment pour le faire et je voulais faire un peu différent de Pink Floyd. J'avais des autres morceaux de musique qui étaient plus proches de ce que nous faisons avec Pink Floyd, mais je les ai pas mis parce que je voulais faire un peu des... C'est ce qu'on appelle en français le bout de l'oreille. Et je voulais le faire très très vite parce que nous avons fait tous les Pink Floyd albums, ça fait très longtemps et ça j'ai fait en 3 semaines, très très vite et sorti. David, 2 autres auditeurs d'Europe 1 vont se retrouver avec vous à Cannes pour la projection du mur de The Wall, le film tiré de votre double album. Jean-Jacques Damianich, qui habite 10 bis rue Madame Cholin, 77 860 à Quincy voisin, a donc trouvé le premier que... Quelle était la question originale, pardon? Vous pouvez pas lire? Un disque de Pink Floyd n'a jamais quitté les charts américains depuis sa sortie et détient le record absolu de durée dans ces charts. Les charts, c'est les hit parades de vente. Lequel? Mais non, parce que vous prenez le cours d'anglais en ce moment. Ah oui, c'est Dark Side of the Moon. Voilà. Bravo Jean-Jacques, vous avez gagné les 2 places. Difficile celui-là. Ce qui fait 8 gagnants pour se rendre à Cannes et nous serons bien contents de vous accueillir à cette projection. Voilà, donc un extrait de l'album de Nick. Et avec Étienne, on était en train de dire qu'il y avait des choses importantes sur cet album, notamment la présence de 2 musiciens qui nous étonnent un peu, c'est Carla Bley et surtout, Robert Wyatt. Et là, on a, avec David qui est en train de regarder ça, un album de Robert Wyatt que tu as produit. Oui. Hein? Comment ça s'est passé? Pourquoi Robert Wyatt et pourquoi toi, ton producteur? Please translate. Why did you produce the record of Bob? Why? Parce que j'adore la musique de Robert. C'est une bonne réponse. Yann, et de toi, Nick Mason, donc il y a un prochain album solo qui va sortir ou pas? Ou alors maintenant c'est Pink Floyd et... Will you only play with Pink Floyd or will you have some other solo albums? J'espère. Beaucoup de solo albums. It's just very nice to work with other people, not necessarily solo album. But c'est bien qu'on peut faire ces choses. C'est bien que le Pink Floyd ne prend pas tout le temps que nous avons. On veut. Moi, je vais faire d'autres. Nick va en faire plus. Donc les prochains albums, c'est probablement album solo de chacun d'entre vous. Je crois que il y aura des albums solo avant un autre Pink Floyd. Je sais pas de qui, mais... Merci David Gilmour, merci Nick Mason, c'était gentil d'avoir passé toute cette journée à Europe 1 et cette soirée ici dans Radio Libre au Pink Floyd. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés, merci à ceux qui ont joué et félicitations pour ceux qui ont gagné
un voyage, non pas au pays du Pink Floyd, mais à Cannes pour le festival où ils assisteront à la projection de The Wall, ce film tiré du spectacle et du double album des Pink Floyd. Merci aussi à Barbet Schroeder, le réalisateur de La Vallée. Bonsoir. À bientôt. Merci à Jean-Pierre Calfon, interprète de Barbet Schroeder pour La Vallée. Merci à Bulogier qui nous écoute de Lyon. Merci Étienne Randagil. Merci. Bonsoir à tous. J'ai annoncé en début d'émission qu'Philippe Constantin, journaliste rock, et Corinne Bassis de Téléphone devaient venir. Il semblerait qu'ils aient quelques petits ennuis avec les, comment dit-on, avec les forces de l'ordre, et qu'ils sont retenus pour des raisons que l'on ignore. Si vous écoutez Europe 1 dans ce commissariat, nous vous assurons bien qu'il s'agit de musiciens de téléphone et d'un producteur, éditeur, journaliste que nous aimons bien. Merci à tous. François Jouffat et Viviane Blassel vous font une grosse bise et vous souhaitent un très bon week-end. Non, pas de bise, Viviane? Oh, je ne suis pas aussi familière avec nos auditeurs, François. Alors lundi, nous avons rendez-vous pour Radio Libre à Quino Rossi à 20h, je crois. Au revoir à tous.